Utopie et consommation. Colloque du Cercle de l'Obsoco, 10 octobre 2019. Enrico Cola, professeur émérite, ESCP Europe. Les coopératives de consommateurs. Le retour des utopies. Oui, je vous parlerai des utopies et des pratiques coopératives, en fait. Pas seulement, essentiellement des coopératives de distribution, puisque nous sommes dans un contexte Étienne-Thiel. Et il y a un lien entre les utopies et les coopératives. On considère en effet que les ancêtres des coopératives ont été les réformateurs sociaux, fondateurs de communautés essentiellement socialistes du début du XXe siècle, notamment l'Écossais Robert Owen, fondateur de la communauté de New Lanark, les Français Charles Fourier, créateur des phalanstères, ça doit vous dire quelque chose, et Étienne Cabet avec ses colonies d'Icari. Les utopies et les pratiques coopératives sont nées de l'échec de ces tentatives de réaliser des utopies sociales qui consistaient en des communautés à même de régler tous les aspects de la vie en société, pas seulement la consommation, mais aussi le travail, la santé, l'éducation, etc. Les coopératives, en se concentrant sur des objectifs et des activités limitées, répondaient chacune à des besoins sociaux précis, bien identifiés. Par exemple, améliorer la vie des travailleurs pauvres, les coopératives ouvrières de consommation, défendre les revenus des agriculteurs, les coopératives agricoles, supporter les petites entreprises, les aider, par exemple les coopératives de crédit, éviter les chômages. En ce qui concerne les coopératives de distribution, c'est à travers surtout l'action des disciples de Robert Owen que se développèrent le mouvement et le magasin de Rockdale en 1844. Au début, il y a quand même eu une utopie coopérative, une vraie utopie. Celle des pionniers de Rockdale constituait une alternative globale au système capitaliste et à la propriété privée. Encore presque un demi-siècle après, selon Charles Gide, fondateur de l'école de Nîmes, le développement de la coopération en France aurait dû aboutir à une transformation totale de la société en république coopérative. Mais à l'origine conçue comme une phase de transition vers la société coopérative, on pourrait dire tout entière, cette idée de distribution, de magasin coopératif, se transforma par la suite en un objectif en soi et devint très populaire d'ailleurs au niveau international, donnant lieu au cours du 19e et 20e siècle à de grandes organisations économiques dont certaines subsistent encore aujourd'hui et sont même leaders dans leur pays. Mais les principes sur lesquels devaient se structurer les coopératives restèrent toujours ceux dits des pionniers de Rockdale. On les voit dans la diapositive, repris, codifiés par les différents congrès internationaux de l'Alliance coopérative internationale, fondée en 1895. Encore en 2019, les 7 principes de la coopération, qui reprennent finalement ceux de Rockdale avec quelques modifications, sont les suivants: adhésion libre et volontaire, surtout contrôle démocratique de membres, donc une personne, une voix, par opposition au principe une action, une voix, principe capitaliste, participation économique de membres, donc copropriété, voire aussi ristourne limitée, par opposition bien évidemment au principe de la concentration de la propriété. Et après, les autres, moins importants, mais quand même relativement important: autonomie, indépendance, éducation, formation, information, coopération entre les coopératives, soutien des communautés locales. Eh bien, les coopératives de consommateurs, qui ne sont pas les seules, bien évidemment, mais ont évolué dans le respect de ces principes et ont survécu, effectivement, au siècle suivant, même aux 2 guerres mondiales. Mais face à la révolution de la distribution de l'après-guerre, certaines, notamment en Allemagne et en Autriche, voilà un exemple des Allemandes peut-être, même pas, n'ont pas su intégrer les innovations technologiques et commerciales et à transformer essentiellement leurs magasins, leur technologie. Leur retard et leur effondrement a été expliqué certes par des difficultés d'investissement dues à la faible motivation des membres à investir et aussi à la méfiance des investisseurs externes.
Dans d'autres pays, notamment en France et en Belgique, ces coopératives ont réussi à introduire les innovations technologiques et commerciales, mais elles ont échoué à adapter leur gouvernance, la gestion de la propriété essentiellement et du contrôle à ces innovations. Aujourd'hui, la COP Atlantique et la COP Normandie-Picardie, dont on voit les logos dans la diapositive, maintiennent des positions marginales dans leur région. D'autres encore, en Grande-Bretagne, ou un exemple des coopératives britanniques, ont su introduire les innovations technologiques et ont même été capables d'y adapter la concentration de la propriété des grandes surfaces et à créer des structures centralisées nationales efficientes. Mais dans ces processus, elles ont parfois perdu la vitalité, le désir de changement que l'utopie apportait et sont revenues à des structures à capitaux privés. Celles qui survivent en Grande-Bretagne constituent néanmoins le sixième groupe de distribution du pays. Et puis, il y a certaines coopératives, comme le groupe Migros en Suisse, les Coop en Italie, qui ont su adopter les nouvelles technologies et adapter leur gouvernance et même prendre la tête dans leur marché national. Certes, le contexte externe, social, politique, a joué un rôle important dans ce succès, mais elle n'aurait jamais atteint cet objectif sans réaliser un profond processus de renouvellement à la fois idéologique, stratégique et organisationnel. Les COP italiennes, par exemple, en organisant un large débat sur leurs objectifs et leurs missions, ont surmonté les résistances idéologiques à l'origine des conflits internes et ont réussi à concilier la participation des membres avec la concentration des coopératives en grande unité régionale et même presque nationale aujourd'hui. En ouvrant les coopératives à tous les consommateurs, elles ont réussi à collecter des importantes ressources financières nécessaires au changement. Je disais, il n'y a pas que dans la distribution, il n'y a pas que des coopératives de consommateurs. Il y a aussi, et nous le savons bien, des coopératives de détaillants. Ces dernières sont devenues très puissantes en France. Nous connaissons tous les groupes Leclerc, Intermarché, Système U, comme en Allemagne, Rewe, Deka, et même en Italie, Conad a récemment même dépassé le groupe Coop. Par rapport aux chaînes intégrées, et peut-être même par rapport aux coopératives de consommateurs, ces groupements bénéficient d'une meilleure motivation des associés propriétaires de leurs magasins, d'une autonomie, d'une réactivité locale prononcée et d'une orientation stratégique plus à long terme. Les indépendants sont très souvent à la tête d'entreprises familiales et veillent à pérenniser leur capital, qui est leur magasin, l'entreprise, pour le transmettre aux générations futures. Ainsi, leurs enseignes ne sont pas soumises aux aléas de la bourse. Enfin, certaines d'entre elles, notamment le groupe Leclerc, mais aussi Intermarché et d'autres, ont su quand même s'approprier du rôle originel des coopératives de consommateurs, à savoir défendre le pouvoir d'achat des consommateurs. Eh bien, on dirait qu'aujourd'hui, les utopies coopératives renaissent, que leurs valeurs sont réinterprétées et qu'à la démocratie directe et à la participation à la propriété s'ajoutent aussi des objectifs comme la santé, le bien-être des consommateurs, le commerce éthique et le développement durable. Vous pouvez lire « Una buona spesa può cambiare il mondo ». Une bonne dépense, une bonne consommation peut changer le monde. Il y a bien de l'utopie dans tout ça, même de l'utopie dans la communication. Des formes de gouvernance mixte apparaissent aussi, par ailleurs, entre le modèle purement coopératif et le modèle actionnarial. Par exemple, la chaîne de grands magasins britanniques John Lewis, ce n'est pas une coopérative, mais c'est un trust, dont le président est l'ancien propriétaire et tous les salariés sont des copropriétaires et tous participent aux décisions. Ils ont un bonus à la fin de l'année, si tout marche bien. La coopérative française Biocoop réunit de multiples parties prenantes, magasins, producteurs agricoles, salariés, associations de consommateurs. Les deux derniers sont coopérateurs sociétaires, les deux premiers sont sociétaires coopérateurs, les deux autres sont des sociétaires non coopérateurs. Mais tous participent ensemble aux décisions stratégiques de la coopérative.
Les AMAP, dont on voit des exemples, constituent aussi une forme de coopération entre producteurs et consommateurs. Vous savez que c'est des circuits courts de distribution caractérisés par une forte dimension équitable qui constituent un mouvement social d'union entre consommateurs qui ont un rôle actif. Enfin, la coopérative La Loube a créé un supermarché, c'est un exemple, un supermarché alimentaire autogéré dont le modèle économique est basé en partie sur le microfinancement, en partie sur les aides publiques aussi, en partie sur le travail à temps partiel et non rémunéré des membres coopérateurs. Ces orientations sont évidemment cohérentes avec la forte diffusion de l'utopie des croissances écologiques et l'importance des consommateurs modérés verts signalés dans l'étude de l'Obsoco. L'implication dans les décisions de diverses parties prenantes répond aux exigences de participation émergentes dans la société que nous avons vues. La fragmentation de la propriété, qui est un caractère typique des coopératives, est en ligne avec la croyance qui émerge aussi dans le rapport, même s'il n'a pas été nécessairement mis en évidence aujourd'hui, que la richesse devrait être mieux distribuée et qu'il faudrait réduire les inégalités. D'ailleurs, nous savons qu'au sein même de gouvernements et même du monde des entreprises privées, nous l'avons dit aussi en partie aujourd'hui, des initiatives plus ou moins modestes sont nées pour élargir la responsabilité sociale des entreprises à différentes parties prenantes. Je cite la loi Pacte, entre autres, en France, l'initiative des entreprises du Round Table, etc. D'autres intellectuels syndicalistes proposent d'étendre la cogestion pratiquée en Allemagne, en Suède, dans des pays du Nord. Par exemple, Thomas Piketty soutient cette solution d'extension, voire même d'ouvrir aux salariés le capital des entreprises cotées en bourse. Divers projets de loi existent, et depuis longtemps d'ailleurs, en Grande-Bretagne, même aux États-Unis, il y en a plusieurs, même récentes. En France, Alain Menck, un économiste intellectuel pas très positionné de façon très radicale par rapport au système capitaliste, tout au contraire, soutient ces positions aussi. En conclusion, sans plus prétendre d'appliquer un modèle unique à la totalité de l'économie, les coopératives peuvent continuer, certes, à être une composante aujourd'hui et demain dynamique des sociétés de marché, à côté de la propriété publique pour certains secteurs et de la propriété privée pour d'autres. À condition peut-être que leurs membres restent animés par des forts idéaux, prêts à répondre aux tendances sociales actuelles, avec plus de crédibilité, voire de légitimité que les entreprises privées, et qu'ils sachent aussi s'adapter en termes à la fois technologiques que de gouvernance, à la révolution distributive en cours, intégrer le e-commerce, c'est aujourd'hui essentiel, en s'adaptant aux contraintes aussi du système économique et à ces différentes situations. Je vous remercie de votre écoute. Merci Enrico. Retrouvez toutes les actualités de l'Obsoco sur obsoco.com.